pour commencer et aborder le sujet de l'échographie en préhospitalier, je dirais que pour les anglo-saxons, le terme consacré est très clair, et notamment depuis cette revue des New England, ce qu'on appelle le point of care ultrasonographie, l'échographie au lit du malade, on va dire. Et en fait, en France, il y a eu beaucoup de termes qui ont été utilisés, dont l'échoscopie. Et en fait, la raison pour laquelle je me permets de mettre échographie clinique, et notamment échographie clinique en médecine d'urgence, c'est parce que c'est ce que recommandent les RFE de la SFMU en termes de nomination. Donc comme on parle de préhospitalier, on parle de médecine d'urgence, et comme la SFMU préconise l'acronyme ECMU, qui est échographie clinique en médecine d'urgence, je me le permets. Alors pour commencer, l'idée de l'échographie en préhospitalier, c'est déjà l'idée de l'échographie clinique en général. Alors pour vous montrer, je reprendrai un papier de Frédéric Lapostole. Donc Frédéric Lapostole au SAMU, donc c'est un papier de préhospitalier, SAMU de Bobigny, dans lequel il demandait à ses médecins de coter une probabilité clinique sur certains diagnostics avec l'histoire de la maladie, l'examen clinique. Donc en fait, le principe, c'est de dire, vous avez, le SMUR arrive sur un AVP, par exemple, il voit la déformation du véhicule, il voit le patient, il examine tout ce que vous voulez, puis on lui demande de coter de 0 à 10 la probabilité selon lui qu'il ait, par exemple, un hémopéritoine, par exemple. Et puis, on fait l'échographie derrière, et puis cette probabilité clinique, évidemment, elle change. Et en fait, ce qui intéresse les auteurs, c'est de voir la différence entre les deux. Et il la cote positive si elle approche du diagnostic final, et négative si elle éloigne du diagnostic final pouvant être négatif ou positif, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout les résultats, bien sûr. En bas, vous avez la probabilité clinique initiale. Les barres vertes, c'est quand ça a approché du diagnostic. Orange, quand ça n'a pas changé la probabilité, et rouge éloigné. En fait, la première information, c'est qu'on fait mieux sans écho dans 8% des cas. Et ça, déjà, c'est un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que tout outil diagnostique entraîne des faux positifs et des faux négatifs. Le deuxième, c'est qu'on faisait mieux avec écho dans 67% des cas, mais avec une amélioration médiane de plus 2 sur ce score de 0 à 10. Et en fait, ce qu'a mis en avant l'équipe de Frédéric Lapostole sur du préhospitalier, mais que je pense qu'il s'applique à l'ensemble de l'échographie clinique, c'est que si on prend les probabilités cliniques intermédiaires, c'est-à-dire celles sur lesquelles on a des difficultés à prendre des décisions thérapeutiques, il faisait mieux avec écho dans 90% des cas et avec une amélioration de plus 4. Donc en bref, à quoi sert l'écho en préhospitalier a priori? C'est surtout quand on n'est pas dans des cas typiques et quand on est dans des cas sur lesquels on se pose des questions. Alors en fait, ce qu'a sorti comme RFE la SFMU, c'est de dire il faut au moins un échographe dédié dans chaque service d'urgence. Et il est écrit, c'est la recours d'en bas, il est recommandé que chaque unité mobile hospitalière du SMUR puisse disposer d'un échographe. En fait, c'était déjà sorti sur des référentiels de SUDF en 2013. Alors, pour en faire quoi? Si on prend les cas cliniques, les pathologies dans lesquelles la SFMU dit il faut que l'urgentiste soit capable d'intégrer l'écho, pour résumer, à la part la psy, mais sinon, ce sont nos principales indications de sortie en SMUR. L'état de choc, la dyspnée, la douleur thoracique et le traumatisé grave. Donc, pour les cas médicaux de SMUR, a priori, c'est ceux dans lesquels on doit faire de l'échographie. Alors, on avait réalisé une enquête nationale en 2011 qu'on a répétée en 2016 et qui est en cours en ce moment pour essayer de savoir si déjà les gens étaient équipés. Et en fait, en 2011, vous aviez 9% des SMUR en France qui étaient équipés et ce qui est passé à 28% en 2016. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être plus près de 70 ou 80%, mais sincèrement, on verra les résultats de l'étude, mais je pense que ça s'est beaucoup développé depuis. La question qu'on avait posée, c'était quel était le pourcentage de l'équipe qui était formée, parce qu'il y a toujours le problème de l'équipe de la formation suffisante. Est-ce qu'on arrive à faire des diagnostics? Est-ce que les outils embarqués marchent? Tout ça, c'est des questions à laquelle il faut essayer de répondre. Alors moi, à mon humble niveau, j'essaye un peu, je vais essayer de vous montrer, mais sincèrement, il y a quand même de quoi faire. Alors le principe de l'échographie en préhospitalier, c'est de pouvoir la faire partout. Donc en fait, vous pouvez la faire sur les lieux, vous pouvez la faire dans une ambulance, vous pouvez la faire dans l'hélico, comme c'est à droite là. L'idée est vraiment de partir sur des dispositifs assez portables pour arriver à le faire. Et nous, on s'est posé la question de la faisabilité de la qualité d'image qu'on arrivait à faire. Donc on a pris la pyramide des compétences d'échocardiographie habituelle, on a pris le niveau 1, donc niveau 1, je vous rappelle les 4 objectifs, l'épanchement péricardique, la dilatation majeure du VD, la FEVG visuelle et la veine cave inférieure, et on a demandé à nos médecins d'enregistrer leurs vidéos, de faire les meilleurs échos qu'ils pouvaient, d'enregistrer leurs vidéos en préhospitalier, qu'on essaye de voir si déjà ils arrivaient à le faire avec un échographe de poche. Donc là, vous avez ici les deux populations qui ont été étudiées. Les médecins urgentistes considérés comme expérimentés, c'était ceux qui disaient avoir fait plus de 100 écho-cœurs dans leur vie. Et ceux peu expérimentés, ceux qui en avaient fait moins de 100, mais ils avaient tous reçu une formation initiale. Et vous voyez que le pourcentage de succès pour chacun des objectifs n'est pas du tout le même. Et si on les cumule,
on arrive à ce diagramme que je trouve assez hallucinant, c'est que les médecins peu expérimentés, je vous dis, hein, ils ont eu une formation universitaire, des stages, etc. Et ben, dans 35% des cas, ils arrivaient à répondre à aucune des 4 questions en faisant de l'éco-cœur en préhospitalier. Par contre, les médecins qui ont l'habitude, dans plus de la moitié des cas, ils arrivaient à répondre aux 4, et dans plus de 3/4 des cas, pratiquement dans tous les cas, ils répondaient à au moins 3 questions sur les 4. Donc en fait, une chose qui est hyper importante à avoir en tête, c'est qu'en préhospitalier, les dispositifs sont plus petits, donc obligatoirement avec des qualités d'image qui sont quand même moins bonnes qu'une grosse bécane qui coûte 100 000 euros, c'est une évidence. Et la deuxième chose, c'est que on est dans des conditions qui sont difficiles, vous n'êtes pas assis, vous n'êtes pas bien installé, etc. Il y a de la lumière, tout ce que vous voulez. Et donc, il y a sûrement nécessité d'une certaine expérimentation. Alors, vous verrez que dans mon diaporama, il n'y a pas énormément de preuves dures. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez des méta-analyses, alors là, on va commencer par le sujet phare de l'éco-préhospitalier qui est la FAST. Alors, je ne déflorerai pas trop la FAST elle-même parce que ça va être traité, mais pour traiter le côté préhospitalier, vous voyez que déjà, on réduit énormément le nombre d'études. Et puis, en plus, quand on s'intéresse aux bénéfices patients, pour l'instant, c'est 0. Hein. C'est-à-dire qu'on a prouvé que c'était pertinent, ce que vous voulez. Alors, ce qui a été montré en premier, Walcher, qui avait décrit la PFAS, c'est surtout une amélioration de la spécificité par rapport à l'examen clinique seul. Et ce que nous a montré Pierre-Marie Brun quand il était au bataillon de marins-pompiers de Marseille, c'est que la faisabilité a été très bonne, que ça soit sur place, en roulant, les deux. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est faisable, ça améliore la spécificité. Ça, il n'y a pas trop de problème. Alors, on va commencer, j'ai prévu 2 questions, les 2 sur des cas cliniques. On va commencer avec le premier cas clinique, ça permettra de tester le système, si vous voulez, informatique. Donc mon premier cas clinique, c'est un homme de 25 ans qui est pris en charge en préhospitalier pour une plaie abdominale à l'arme blanche pendant une fête votive dans le Gard. Il a Glasgow 15, vous voyez, il va bien, 6,3 de tension, fréquence cardiaque 135, splendide. Voilà, VA 10, hein, évidemment, ça fait mal. Le médecin qui appelle le SAMU dit j'ai posé 2 VVP, je commence à remplir. Et je cours, je viens, et en fait, le régulateur a en tête cette carte. Donc, vous avez à droite la position du VSAV avec le médecin qui est dedans, et vous avez Nîmes, où j'ai représenté que 2 structures qui sont les 2 intéressantes dans ce cas clinique. L'hôpital privé des Franciscaines ici, qui, pour résumer, on est en période de garde, ne peut faire que du thorax et du cœur, et c'est eux qui ont la CEC. Et puis ici, vous avez le CHU, qui fait tout le reste, sauf ça. Alors on va voir si ça marche. Si jamais vous voulez essayer, allez pour voir si ça marche. Donc le jeu, c'est que vous prenez votre téléphone portable, vous flashez ce flash code qui est là, vous essayez de vous centrer dessus. Je vais enlever ma flèche dessus. Et en fait, je dois attendre que vous ayez fait pour lancer le vote, sinon vous ne voyez plus le flash code. Donc je vais attendre que certains, si vous y arrivez. Moi, ça permettra de tester aussi. Il y en a déjà qui sont arrivés quelque part. Le professeur Combe lève les sourcils, je ne sais pas. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de connexions. Si, il y en a qui sont arrivés quelque part avec ça ou pas? Ouais, c'est bon? Ok. En tout cas, tout le monde a essayé de le flasher. Je peux enlever la diapo où il y a le flash? Ouais. J'attends un peu. Messieurs les modérateurs, vous m'autorisez à changer de diapo? Allez. Donc, j'appuie sur lancer le vote. Il cherche. Il trouve. Et là, j'appuie sur relancer le vote. C'est ce qu'on m'a dit de faire. Hein. Voilà. Et là, normalement, vous pouvez voter. Donc, vous avez le choix entre orienter le patient vers la clinique où il y a la CEC ou vers le CHU où il n'y a pas la CEC. C'est bien, ça permet de tester. J'ai fait une première question binaire. Vous verrez la deuxième un peu plus compliquée. C'est sympa parce que comme on voit du temps réel, on voit une espèce de bataille. Alors je le dis, mes 2 questions, sincèrement, comme ça je piège personne, je ne suis pas sûr qu'il y ait des mauvaises réponses dans les 2 questions. Je ne suis pas sûr. Honnêtement, on pourra en parler. Allez, on va dire que ça s'est stabilisé. Donc je termine le vote et nous avons du 55-45, splendide. Je ne pouvais pas faire mieux. Ça me va très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait derrière? Il s'est passé que le médecin régulateur s'est dit « j'aimerais bien avoir une information de plus », puisque le médecin qui était sur les lieux n'avait pas d'échographe et ne faisait pas d'écho, et il a fait ce qu'on appelle une jonction. Une animation, ça fait ça. Donc, on rejoint à l'entrée de la ville de Nîmes le véhicule et le patient pour essayer qu'il ne passe pas devant la clinique alors que ça aurait été dommage.
Et donc, on lui fait une FAST. Alors ici, vous avez les 3 cadrans de la FAST abdo. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, ça vous sera présenté après. Mais pour résumer, il n'y a pas d'épanchement. Ah, si on peut descendre un peu la luminosité pour mieux voir les images d'écho. OK. Et merci beaucoup. Et là, vous avez du glissement pleural des deux côtés. Bon, OK. Et évidemment, vous vous doutez de la fin de l'histoire. Alors, c'est une parasternale grand axe mal faite. Évidemment, avec le coup de couteau en épigastrique, on ne pouvait pas faire de sous-costal. Mais donc, vous avez votre VG ici, vous avez votre aorte thoracique descendante ici, vous avez un épanchement ici. Et je rappelle que les épanchements en aigu, ils ne sont jamais énormes, ça tamponne avant. Donc, la fin de l'histoire, c'est qu'on l'a transporté vers le bloc où il y avait le CEC, où il y avait une plaie du VD avec tamponnade et une suture qui a été faite. Alors la question, c'est est-ce que ça n'aurait pas pu être fait sans CEC puisqu'elle n'a pas été nécessaire? A priori, oui, c'est pour ça que ce n'est pas sur le fond du truc. C'est juste de dire, voilà, on s'est posé une question, on a eu une réponse et on a essayé d'améliorer. Pour autant, les recos sont très clairs, les derniers recos en tout cas sur le trauma abdo. Intérêt de la PFAST sur l'orientation, point d'interrogation. Disons, on n'est pas sûr que ça serve à quelque chose. On va prendre une deuxième application qui est le pneumothorax. Alors, il peut être traumatique ou pas. C'est vrai qu'en SMUR, il est plus souvent traumatique. Pour rappeler, la dernière méta-analyse, elle dit que c'est pas sensible. 0,6, c'est pas grandiose. Mais par contre, que c'est plutôt spécifique en préhospitalier. OK. Et on va faire le deuxième cas clinique. Alors, voilà où je me suis posé réellement. Donc, il manque que les vaches. Et j'ai pris en charge une femme de 80 ans dont je ne connaissais pas les antécédents. AVP, passagère avant, ceinturée, pas d'airbag, chute de 6 mètres, tonneau. Qui était dans le bon sens. Elle est restée dans le bon sens. La voiture, par contre, incarcérée. Alors, l'examen clinique du patient incarcéré, plaie du scalp non hémorragique, probable fracture costale droite, une impression de diminution du murmure vésiculaire à droite. Mais je ne sais pas si vous avez déjà ausculté un patient pendant qu'on désincarcère, c'est assez sympa. Abdomen souple, ceinture et membre, a priori, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Douleur du rachis lombaire. Le Glasgow à 13, c'est-à-dire qu'elle est somnolente et confuse. Vous voyez, ça doit lui faire un magnifique shock index, pression artérielle à 98 avec une fréquence cardiaque à 125, une SAT à 91 au max de concentration, une fréquence respire à 25, et elle est laissée en décubitus dorsal devant le risque de lésion rachidienne. A posteriori, ce n'était pas une mauvaise idée de respecter le rachis, et du bassin. Et donc, moi, je pose l'indication d'un transport par hélico, puisqu'en fait, il faut la ramener sur le trauma center, ce qui n'est pas le centre de référence, de proximité, pardon. Et donc, je vais vous poser une question. Alors, non, je pense qu'il faut reflasher, parce que je pense, si on m'a bien expliqué, que ce n'est pas le même flash code. Alors, je vous laisse le temps de le flasher, et sachant que la question, c'est qu'est-ce que vous feriez réellement, pour l'instant, sans écho, avant de monter dans l'hélicoptère, vous avez le choix entre rien, induction à séquence rapide et IOT, intubation, exsufflation ou exsufflation, puis induction à séquence rapide et IOT. Allez, je lance. Hop, ça m'ouvre, je lance. Et normalement, vous pouvez répondre. Donc, je vous rappelle la problématique. Il faut la mettre dans l'hélico. Est-ce que je lui fais rien? Alors, quand je dis rien, c'est des deux gestes qui sont proposés. C'est exsufflation, intubation. Alors, soit il n'y a qu'une personne qui a voté, soit tout le monde est d'accord. Ce qui est possible. Il y en a 3, là. 5. Ah, vous voyez le nombre? Ouais, le nombre de votes. Ah ouais, moi je ne vois pas le nombre de votes. 6. D'accord. Ok, très bien. On va dire que c'est bon. Ah non, il y en a d'autres qui apparaissent. Ah, je suis content parce que sincèrement, les consensus, c'est toujours bien d'avoir un peu de discussion. Allez, je termine. Donc on a une majorité de rien et puis une proposition de chacun. Allez, on continue. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait moi, pareil, on pourra discuter du fond si vous voulez après, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut essayer de faire. Donc, alors là, vous avez la patiente qui est en décubitus dorsal, qui ne respire pas très bien, je vous rappelle, polypnéie, 91 de satomascope concentration. Et moi, ça m'embête de la mettre l'hélico dedans, parce que peut-être aussi parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un pneumothorax qui décompose dans l'hélico et que ça rend prudent. Donc, en pratique, on pose la sonde. Ici, à l'endroit où la flèche apparaît, vous voyez que ça glisse. Très simple.
On est sur la ligne médio-claviculaire. S'il y avait un gros pneumothorax, a priori, ça ne glisserait pas. On va faire de l'autre côté. Là, par contre, à l'endroit où il y a la flèche, ça ne glisse pas. Donc je dis, ça, c'est un pneumothorax, que je confirme, que j'avais déjà le doute clinique. Hein. Et puis, je vais aller après, hein, si vous voulez, mais vous vous doutez de la fin de l'histoire. Hein. La fin de l'histoire, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je clique à l'endroit où j'ai repéré. Et évidemment, quand je tire dessus, ça fait des bulles. Donc a priori, je l'ai transporté qu'avec ça, en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait perso. C'est-à-dire juste le caté pour laisser en communication la plaie avec le reste. En fait, son choc index est passé inférieur à 1 en le faisant. Et son état respiratoire s'est amélioré aussi. Le problème, si vous voulez, c'est que la faste en préhospitalier, c'est absolument pas sensible. Et ça, c'est ce que montre toute la littérature, aux alentours de 40. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme les épanchements ont fait l'écho très précocement, les épanchements, on ne va pas forcément les voir. Et du coup, nous, on s'est posé la question inverse. Est-ce que s'il y a un épanchement, c'est pas déjà grave, puisqu'on est très précoce ? Donc, on a fait une étude multicentrique sur 4 centres. On a inclus 527 patients traumatisés, et dans lequel on a un odds ratio qui est à 2,8 pour que la faste positive prédise l'hémorragie grave. Et avec, on a voulu le comparer aux fameux red flags, hein, qui sont les critères préhospitaliers prédisant l'hémorragie grave. Et pour résumer, ça fait gagner le red flag en sensibilité, de rajouter la faste en plus. Je finirai rapidement avec la non-faste. Alors dans la non-faste, pour résumer, si on regarde les revues de la littérature méta-analyse, c'est pareil. Hein. En outcome, c'est 0. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui disent que c'est faisable, mais par contre, bon. Alors je vais vous prendre un exemple, c'est le profil B et l'OAP. Donc la question qu'on s'est posée, c'est on fait beaucoup de dyspnée en préhospitalier. Est-ce que le fait d'avoir des lignes B qui vous seront expliquées, enfin un profil B, c'est-à-dire un poumon mouillé, est-ce que ça permettait de faire le diagnostic d'OAP ? Et surtout, est-ce que l'absence ne permettait pas d'exclure cette étiologie ? Et ça sont les résultats intermédiaires, c'est encore en train d'inclure. Mais vous voyez que quand il n'y a pas de profil B, jusqu'à maintenant, on a eu un seul patient sur lequel le diagnostic final est OAP cardiogénique selon le comité d'adjudication. Donc le fait de ne pas avoir de profil B, ça a l'air d'aider par exemple. Et puis je finis avec une application un peu phare, hein. C'est l'écho dans l'arrêt cardiaque. Alors ça sont des images de simulation. Qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde deux choses. La première, c'est ça se contracte pas. Donc il faut le faire exactement dans la période de 10 secondes d'arrêt du massage, toutes les 2 minutes, avec quelqu'un qui regarde quand même le scope et quelqu'un qui regarde le pouls, hein, c'est hyper important. Mais voilà, donc là ça ne se contracte pas, là ça se contracte, tout ça c'est du préhospitalier, c'est des arrêts. Et puis, ce que montre la littérature, c'est quoi ? C'est que quand ça se contracte, a priori, la probabilité de RAX ou d'admission ou de sortie, elle est meilleure. Et la méta-analyse de 2017, elle disait que la sensibilité pour le RAX et l'admission hospitalière était pas mal. Donc, ça a un petit côté pronostic. Et puis, l'autre chose, c'est que vous pouvez trouver certaines causes. Alors ça, c'est un arrêt, mais intra-hospitalier. Donc là, vous avez un thrombus dans l'oreillette droite. Ça, c'est un arrêt pré-hospitalier. C'est une tamponnade. Hein, on est en sous-costal. Vous voyez le cœur qui se balance à l'intérieur. Et ça, c'est de l'intra aussi, c'est une hypovolémie. Au final, ce que je vous dirais, c'est que c'est faisable, que ça change la prise en charge, ça c'est montré dans la littérature, hein. Ça change un peu l'orientation, et encore que je ne suis pas sûr que ce soit tout le temps pertinent, mais par contre ça change un peu. Par contre, ça change les thérapeutiques, ça change la cotation pronostique. Est-ce que c'est bénéfique ? C'est une vraie question, il faut être honnête. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse. Et puis, du coup, il y a besoin de plus d'études pour trouver le bénéfice patient.